Prenez un objet posé sur votre table. Un stylo, une tasse, un smartphone, peu importe. Soulevez-le légèrement au-dessus du sol, puis lâchez-le doucement. Est-il tombé ? Bien sûr qu'il est tombé. Vous saviez dès le départ que cela allait arriver. Tous les êtres humains le savent, et probablement tous les chiens aussi. Les objets tombent vers le bas. Qui aurait-il donc à étudier là-dedans ? Pourtant, posons tout de même la question. Pourquoi tombent-ils ? Si vous arrêtiez 100 personnes dans la rue pour le leur demander, vous obtiendriez probablement 2 types de réponses. La plupart diraient « évidemment, c'est parce que la Terre les attire ». Ceux qui regardent souvent des vidéos scientifiques vous corrigeraient d'un air légèrement satisfait. En fait, l'espace est déformé et les objets glissent le long de cette déformation. Bonjour à toutes et à tous. Ces 2 réponses paraissent très convaincantes, mais chacune laisse subsister une question embarrassante à laquelle presque personne ne prête habituellement attention. Et aujourd'hui, en remontant la piste de cette question, nous allons tomber sur un suspect totalement inattendu. Mais faisons encore durer un peu le suspense. Je vous le garantis, la réponse va vous surprendre. Pour commencer, les victimes sont innombrables. Tous les objets qui sont déjà tombés et se sont cassés. Nous avons également 2 suspects principaux, la force d'attraction et l'espace déformé. Et il existe encore un 3e personnage que nous n'avons même pas commencé à soupçonner. Bienvenue sur Père Duchâne. Alors, comme dirait Sherlock Holmes, la chasse est ouverte. Suspect numéro 1, la force d'attraction. Commençons par le suspect le plus évident. Celui dont tout le monde apprend le nom à l'école, la force d'attraction. Même un enfant de maternelle sait que la Terre attire les objets. Et ce suspect possède un dossier particulièrement impressionnant. Le premier à l'avoir sérieusement pris en filature fut Isaac Newton, il y a plus de 300 ans. Selon la légende, il était assis sous un pommier lorsqu'une pomme lui tomba sur la tête, lui révélant soudain toute la vérité. C'est une belle histoire, presque certainement inventée, mais Newton avait parfaitement saisi l'essentiel. Il établit une équation selon laquelle 2 objets quelconques de l'univers s'attirent mutuellement, cette attraction étant d'autant plus forte que leur masse est grande et que la distance qui les sépare est courte. Et cette équation fonctionne réellement. Pendant 300 ans, elle a permis de calculer toutes sortes de phénomènes, des orbites planétaires aux marées, en passant par les éclipses solaires et lunaires. Même les vols vers la Lune ont été calculés à l'aide de cette équation, avec une précision remarquable. Lorsqu'un suspect a permis d'envoyer des êtres humains sur un autre astre et de les ramener vivants, il est difficile d'en trouver un plus crédible. L'affaire semble déjà résolue, et beaucoup d'enquêteurs arrêteraient ici leurs recherches. Mais nous ne sommes pas des enquêteurs ordinaires, et nous n'allons pas cesser de poser des questions gênantes. La question est simple. Comment ? Voici la Terre. Voici une pomme. Entre les 2, il y a de l'espace. Ni corde, ni ressort, ni aimant. Absolument rien ne les relie. Pourtant, la Terre parvient apparemment à tendre la main à travers cet espace vide jusqu'à la pomme pour lui ordonner « tombe ». Comment fait-elle ? S'il n'y a pratiquement rien entre la Terre et la pomme, qu'est-ce qui tire physiquement la pomme vers le bas ? C'est à ce moment-là que notre suspect, qui paraissait jusque-là inébranlable, commence soudain à bafouiller. Car même Newton lui-même n'était pas capable de répondre à cette question. Sa célèbre formule « je ne forge pas d'hypothèse », traduite du langage poli des savants en langage courant, signifie en substance « honnêtement, je n'ai aucune idée de la manière dont cela fonctionne ». Autrement dit, ce suspect décrit parfaitement la scène du crime. Il peut prédire avec précision où tombera la victime et à quelle vitesse. Mais lorsqu'on lui pose la question toute simple « comment avez-vous fait ?», il exerce obstinément son droit au silence. Et cela dure depuis 300 ans. La force d'attraction est un modèle génial pour décrire les phénomènes observés. Toutes les preuves semblent la désigner. Mais tant que son mécanisme n'aura pas été élucidé, la défense pourra toujours exploiter cette faille. Sans ce mécanisme, toute l'accusation pourrait s'effondrer devant le tribunal. Nous ne pouvons donc pas encore déclarer que la gravité de Newton est le véritable coupable. Collons sur son dossier une note indiquant «
Il en sait plus qu'il ne peut en expliquer. Mettons-le de côté et faisons entrer le suspect suivant. Celui que tant d'émissions scientifiques aux airs savants ont porté au nu avec toute son élégance prétentieuse. L'espace courbe. Le trampoline. Suspect numéro 2, l'espace courbe. Le voilà qui fait son entrée. Une véritable vedette. Le suspect que tout le monde couvre d'éloges. Son nom, l'espace déformé. Si le premier suspect pouvait compter sur Newton, celui-ci bénéficie du soutien d'Einstein en personne. Son nom est universellement connu, sa réputation irréprochable, et tout le monde se fera un plaisir de vous l'expliquer. Les vulgarisateurs scientifiques, les écoliers qui n'ont regardé que quelques vidéos, ou encore cet interlocuteur cultivé qui disserte dans la cuisine. Leur explication est la suivante. En réalité, la force d'attraction n'existe pas. Les objets massifs se contentent de courber l'espace autour d'eux. Les autres objets ne font que glisser le long de cette courbure. On vous dessinera probablement aussitôt le célèbre trampoline dont la toile est parfaitement tendue. On pose au centre une lourde boule représentant la Terre. La toile s'affaisse et forme un creux. Si l'on fait ensuite rouler une petite bille depuis le côté, elle décrit une spirale autour du creux avant de tomber vers le centre. Voilà comment la Lune tourne autour de la Terre, vous expliquera-t-on. Et l'on vous dira que la chute de la pomme fonctionne exactement de la même manière. Personne ne la tire, elle ne fait que rouler le long de l'espace courbe. Est-ce beau? C'est absolument magnifique. Est-ce facile à comprendre? On pourrait difficilement en faire plus clair. Bref, tout le monde est satisfait. Mais des enquêteurs chevronnés comme nous ne peuvent pas s'en contenter, n'est-ce pas? C'est ici que commencent les questions qui dérangent. Observons attentivement le trampoline. Et nous allons le voir s'effondrer sous nos yeux. Première contradiction. Réfléchissez. Pourquoi la bille roule-t-elle au fond du creux du trampoline? Pourquoi descend-elle vers le bas, en direction du centre? La réponse est simple. Parce que l'attraction terrestre la tire vers le bas. Supprimez cette attraction et plus rien ne roulera nulle part. La bille flottera simplement à l'endroit où vous l'avez placée. Quelque chose ne vous paraît-il pas étrange? Le schéma censé expliquer la gravité ne fonctionne que parce qu'une gravité agit déjà sous le trampoline. Autrement dit, on explique la force d'attraction en utilisant la force d'attraction. C'est comme répondre à la question « Pourquoi l'eau est-elle mouillée ?» par « Parce qu'elle est humide ». Cela n'explique absolument rien. De plus, à l'échelle cosmique, la Terre n'est qu'un minuscule grain, de sorte que la déformation de l'espace autour d'elle est extrêmement faible. Il n'y a pratiquement aucun trou ni aucune cuvette comparable à ceux du trampoline, dont la toile resterait presque plate. La contradiction suivante est un peu plus subtile. Pour qu'une courbure agisse, il faut quelque chose à courber. Il faut une trajectoire, un chemin à suivre. Qu'il s'agisse d'un rayon lumineux passant près de la Terre ou d'une station spatiale fonçant sur son orbite, ces objets suivent une trajectoire dans l'espace et la déformation courbe cette trajectoire. Sur ce point, il n'y a aucun problème. Revenons maintenant à la pomme. Vous la tenez dans votre main, puis vous la lâchez simplement. Quelle trajectoire possède-t-elle à cet instant? Aucune. Elle reste au même endroit, ne file dans aucune direction et sa vitesse est nulle. Il n'y a donc rien à courber. Vu sous cet angle, puisqu'il n'existe aucune trajectoire à dévier, l'espace courbe devrait sembler sans importance pour une pomme immobile. Et pourtant, elle tombe. Elle était suspendue dans les airs sans bouger, puis elle se met soudain à partir vers le bas. Pourquoi la Terre réussit-elle malgré tout à l'entraîner quelque part? Pourquoi cela se produit-il? Et voilà que cette brillante vedette de la vulgarisation scientifique, ce suspect glamour acclamé par tout le monde, se retrouve face à une simple pomme immobile et garde soudain le silence, exactement comme son rival newtonien. L'espace déformé explique admirablement pourquoi la trajectoire de la lumière passant près de la Terre ou celle d'une station en orbite se courbe. Mais il semble incapable de faire tomber une pomme qui reste simplement suspendue sans rien faire. Pourtant, la pomme tombe bien, même lorsqu'elle était immobile. Quelque chose ne colle manifestement pas. Nous avons deux suspects, chacun soutenu par une immense autorité. Mais tous deux restent muets devant la question la plus élémentaire. Pourquoi la pomme tombe-t-elle? La force d'attraction ne peut pas expliquer par quel intermédiaire elle agit.
L'espace ne peut pas expliquer comment il met en mouvement un objet immobile. Nous avons donc probablement affaire à une immense organisation criminelle, dont le véritable cerveau se cache encore dans l'ombre. Mais nous commençons à entrevoir sa cachette. L'indice est déjà apparu. J'ai moi-même répété plusieurs fois l'expression « pomme immobile ». Les plus perspicaces d'entre vous se demandent probablement déjà « mais qu'est-ce qu'être immobile ?» Par rapport à la pièce, la pomme est effectivement immobile. Mais avec la Terre, elle fonce autour du Soleil à 30 km par seconde. Et avec le Soleil, elle se précipite autour du centre de la galaxie à plus de 200 km par seconde. Il n'existe aucun repos absolu dans l'univers. Tout dépend du point depuis lequel on observe. Bien vu. C'est parfaitement exact. Ce n'est évidemment pas encore la réponse, mais cette remarque constitue précisément la clé qui nous permettra de la comprendre. Nous y reviendrons dans un instant. Commençons par clarifier la situation. Imaginons que nous nous tenons à la surface de la Terre, juste à côté de la pomme. Dans ce référentiel, la pomme qui se trouve devant nous est effectivement immobile. Et pourtant, elle tombe. Voilà le mystère sous sa forme la plus pure. Un objet immobile dans un référentiel donné fonce soudain vers le bas, dans ce même référentiel. Qui l'a poussé ? L'identité du véritable coupable. Pour identifier celui qui pousse la pomme, nous devons revenir à notre objection précédente. Rien n'est jamais parfaitement immobile, tout dépend du point de vue. Car il existe un certain mouvement qui demeure toujours présent, quel que soit le référentiel. Il s'agit du mouvement dans le temps. Voici donc un autre complice appartenant à la même bande. Le temps déformé. Depuis Einstein, nous savons que l'espace et le temps forment ensemble une structure quadridimensionnelle. Dans cette structure, le temps n'est absolument pas un simple décor, mais une véritable quatrième dimension dans laquelle nous avançons, au même titre que nous pouvons nous déplacer vers la gauche ou vers le haut. À chaque instant, nous avançons dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Seulement, au lieu de nous déplacer à travers la pièce, nous allons de la seconde présente à la suivante, en direction du futur. C'est une très belle image, mais une image ne suffit pas pour arrêter le cerveau de l'affaire. Il nous faut un mécanisme. Examinons-le. Une masse gigantesque comme celle de la Terre déforme l'espace-temps. Mais attention, ce qu'elle déforme principalement, ce n'est pas l'espace. C'est le temps. À proximité d'une masse, le temps s'écoule plus lentement. Un peu plus loin, il s'écoule légèrement plus vite. Encore plus loin, il accélère davantage. Autour de la Terre existe donc un gradient invisible de l'écoulement du temps. Plus on s'en approche, plus le temps devient dense et s'écoule lentement. Passons maintenant au mécanisme même de la chute. Tout en imaginant cet écoulement, supposons que la pomme possède une tête et des pieds. Sa partie supérieure se trouve légèrement plus loin de la Terre, tandis que sa partie inférieure en est légèrement plus proche. Dans la partie inférieure, le temps s'écoule donc imperceptiblement plus lentement que dans la partie supérieure. La différence est infime, mais elle existe. Un objet plongé dans un écoulement du temps ainsi déformé ne peut pas rester indéfiniment au même endroit. Tout objet avançant vers le futur dans un écoulement temporel non uniforme finit nécessairement par dériver vers la région où le temps passe plus lentement. Autrement dit, vers le bas, en direction de la Terre. Pour prendre une comparaison approximative, imaginez un bateau sur une rivière dont le courant ne possède pas la même vitesse partout. Si le courant n'est pas uniforme, un bateau non amarré ne peut pas conserver sa trajectoire initiale et commence à dériver dans une certaine direction. Dans le cas de la gravité, ce courant déformé n'est pas constitué d'eau, mais de la différence de vitesse à laquelle le temps s'écoule. Plus on s'approche de la Terre, plus le temps ralentit légèrement, tandis qu'il s'accélère légèrement en altitude. La trajectoire d'un objet qui n'est retenu par rien se courbe donc vers la région où le temps s'écoule plus lentement, c'est-à-dire vers le bas. Nous commençons enfin à distinguer le véritable coupable qui fait tomber la pomme. La pomme ne tombe pas parce qu'une force d'attraction l'attire. Elle ne tombe pas non plus parce qu'elle roule le long d'un espace courbe. Elle tombe parce que la Terre ralentit le temps autour d'elle, entraînant tout ce qui s'écoule vers le futur dans la direction où le futur arrive plus lentement. Et remarquez avec quelle élégance cette théorie résout simultanément les deux contradictions précédentes.
Dans la gravité de Newton, nous ne pouvions pas expliquer à travers quoi la force tendait la main jusqu'à la pomme. Mais ici, rien ne tend la main. Il n'existe aucune force. Le temps est simplement déformé partout autour de la pomme. Le modèle du trampoline ne permettait pas de faire tomber un objet immobile. Ici, en revanche, l'immobilité ne pose aucun problème. Quelle que soit son immobilité dans l'espace, la pomme avance toujours dans le temps, et c'est la déformation de cet écoulement qui l'entraîne. Imaginez deux horloges atomiques extrêmement précises. Placez-en une sur le sol et l'autre sur une étagère légèrement plus haute. Plus proche de la Terre, l'horloge posée sur le sol prendra un léger retard, car le temps y passe plus lentement. Ce retard sera véritablement infime, mais il existera bel et bien. Cette différence a même été mesurée dans des laboratoires ordinaires pour des écarts de hauteur inférieurs à 1 mètre. En réalité, durant toute votre vie, votre tête vieillit très légèrement plus vite que vos pieds. C'est la vérité. Et si vous pensez que tout cela ne concerne que les laboratoires, sortez votre smartphone. Il possède un système de navigation, n'est-ce pas? Celui-ci capte les signaux provenant des satellites situés très haut au-dessus de la Terre, où le temps s'écoule plus vite que dans votre poche. Si les ingénieurs ne corrigeaient pas en permanence cette différence temporelle, votre système de navigation deviendrait complètement imprécis. Et pas seulement de quelques mètres, mais de plusieurs kilomètres. À midi, il pourrait déjà vous guider vers la ville voisine. La navigation par satellite ne fonctionne correctement que parce que les différences dans l'écoulement du temps sont corrigées. En résumé, nous avons trouvé le chef de l'organisation. Il s'agit du temps déformé. Il se trouvait sous nos yeux depuis le début, mais nous n'avons cessé de soupçonner les autres. L'affaire est résolue. À moins que ce ne soit pas le cas. Note de l'enquêteur. Entre nous, et pour ainsi dire officieusement, l'affaire n'est en réalité pas terminée. Nous n'avons toujours pas trouvé la réponse la plus importante, celle qui nous avait poussé à ouvrir cette enquête. Nous avons peut-être identifié le chef de l'organisation, mais toutes les preuves indiquent que le véritable cerveau est toujours en fuite. Nous savons désormais que la pomme dérive vers l'endroit où le temps s'écoule plus lentement. Mais pourquoi précisément dans cette direction? Pourquoi pas ailleurs? C'est ici que nous devrions interroger un autre personnage impliqué dans l'affaire. Le principe de moindre action. C'est une sorte de protégé de Feynman. Nous n'avons pas pu le tenir pour responsable lors de l'affaire précédente, mais il en sait plus que tous les autres et peut expliquer davantage de choses. Qui est-il donc et en quoi consiste ce principe? Pour le dire simplement, lorsqu'un objet est libre, que rien ne le soutient, ne le pousse ni ne le tire, il suit la trajectoire la plus naturelle possible dans l'espace-temps. Dans la relativité générale, une telle trajectoire est appelée géodésique. Ce n'est ni un creux dans lequel la pomme roule, ni une main invisible qui la tire vers le bas. C'est simplement la ligne de son mouvement libre. Tant que vous tenez la pomme, celle-ci ne peut pas suivre cette ligne. Votre main l'empêche constamment de tomber librement. Lorsque vous la lâchez, vous ne lui donnez donc aucun nouvel ordre. Vous cessez simplement de lui barrer le chemin. Cette trajectoire libre possède une autre propriété mathématique surprenante. Elle est liée à la maximisation du temps propre. Plus simplement, si l'on fixait une horloge parfaite sur la pomme, c'est le long de cette trajectoire qu'elle mesurerait la plus grande quantité de temps. Si l'on traduit ces mathématiques arides dans langage humain, cela signifie ceci. Parmi tous les chemins possibles permettant d'aller du point ici et maintenant au point là-bas à un autre moment, la pomme choisit infailliblement l'unique trajectoire qui lui permet de vivre la plus grande quantité de son propre temps. À mes yeux, voilà un mobile extrêmement puissant. Bien sûr, la pomme ne réfléchit pas réellement de cette manière, mais il se trouve que, près de la Terre, cette trajectoire libre est orientée vers le bas. Oui, la Terre ne vous attire pas, elle a simplement déformé l'espace-temps. Et vous, comme tout ce qui existe dans l'univers, ne faites qu'essayer de vivre un peu plus longtemps. Regardez encore une fois la tasse tombée par terre. Elle n'est pas une victime de la force d'attraction. Vous avez simplement ouvert la main et la tasse a suivi une trajectoire qui lui permettait d'accumuler le plus de temps possible sur son propre chemin. Si elle s'est brisée, c'est uniquement parce que le sol se trouvait par hasard au bout de cette trajectoire. C'est une belle philosophie, peut-être même légèrement émouvante. Mais ce n'est que notre perception humaine,
celle d'être en quête de romantisme, incapable de nous empêcher d'attribuer un sens et une motivation à toute chose. La physique ne fonctionne pas ainsi. Que se passe-t-il alors si nous demandons pourquoi la nature choisit-elle toujours ce type de trajectoire, dans tous les phénomènes, du déplacement d'un photon jusqu'à la chute d'une pomme? Interrogez un physicien théoricien et il vous répondra probablement avec fierté « c'est la mécanique quantique ». D'après Feynman, une particule essaye simultanément toutes les trajectoires possibles. Mais partout, sauf sur l'unique chemin où l'action est actionnaire, les ondes quantiques s'annulent mutuellement. Pourtant, même cette réponse n'est qu'une belle illusion ayant l'apparence d'une explication. Car si nous demandons ensuite pourquoi les ondes quantiques elles-mêmes sont-elles conçues pour sélectionner cette trajectoire, la science heurte à un mur infranchissable. Nous n'avons fait que déplacer le mystère vers un niveau plus profond. De Newton à Einstein, puis jusqu'à Feynman, notre physique décrit admirablement la manière dont ce mécanisme fonctionne, avec une précision atteignant le milliardième de seconde. Mais pourquoi l'univers obéit-il à ces règles depuis le commencement? Pourquoi recherche-t-il avec une telle rigueur cette harmonie extrême? À cela, la science n'a aucune réponse. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.